Merci beaucoup de vous présenter dans le chat. Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, la thématique du webinaire, ou en tout cas la problématique du webinaire, est comment renforcer l'autonomie des publics dans leur apprentissage du numérique. Et on s'intéressera du coup dans ce webinaire plus particulièrement aux thématiques de l'hybridation et de l'auto-formation des publics sur les compétences numériques. Pour commencer, donc, je vous invite à renseigner votre nom et votre prénom dans le chat de ce webinaire Zoom, à couper vos micros hors des temps d'échange. Donc, je vous signalerai hein, quand vous pourrez prendre la parole, donc, au moment, par exemple, de questions, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas, lorsque vous le souhaitez, hein, à poser une question dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. De plus, ce webinaire sera enregistré et disponible pour la relecture sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous invite à couper vos caméras. Et sinon, si vous souhaitez partager, vous recevrez un email à la fin de ce webinaire avec tous les liens nécessaires pour accéder du coup à ce replay. Donc, bonjour à tous, bonjour à Florence, bonjour à Christelle. Merci beaucoup de tous vous présenter. Je me présente aussi de mon côté. Je m'appelle Lucie Feldman et je suis chargée de partenariat au sein de l'association WeTechCare, qui est donc l'association propriétaire des bons clics. Donc, je pense que si vous êtes aujourd'hui, c'est que vous connaissez déjà les bons clics et probablement déjà utilisateur. Pour rappel, les bons clics, c'est une plateforme pédagogique qui est gratuite et qui permet d'accompagner des publics en difficulté sur la montée en compétences sur le numérique. On a deux entrées dans ce cadre-là. L'entrée aidant, qui vous permet, en tant qu'aidant numérique ou qu'accompagnant numérique, de monter en compétences grâce à des contenus, donc des parcours par exemple, ou des webinaires sur par exemple la posture d'aidant numérique, etc. Et vous avez aussi un centre de ressources qui vous permet de vous outiller pour animer des séances ou pour créer des formations pour vos apprenants. Vous avez maintenant aussi accès à des outils de reporting qui vous permettent d'avoir un suivi de ces apprenants ou de l'activité de votre structure. Aujourd'hui, on fédère une communauté de plus de 75 000 aidants inscrits et 85 000 apprenants inscrits. Donc, pour ceux qui ont déjà pu tester la plateforme, vous le savez déjà, mais on propose en parallèle de cette plateforme pour les aidants une entrée pour les apprenants avec un environnement d'apprentissage qui est vraiment fait pour être sécurisant, ludique et attractif pour ces derniers, pour monter en compétences, que ce soit du niveau grand débutant, donc sur de la prise en main d'un ordinateur, d'un clavier, d'une souris, etc., jusqu'au niveau avancé avec par exemple de la mise en page de texte. Quels sont les objectifs de ce webinaire? Comme je vous le disais, c'est d'en apprendre plus sur l'auto-formation et l'hybridation, mais aussi de vous donner des éléments clés pour motiver vos apprenants à s'auto-former. Euh, Notre objectif, c'est aussi que vous puissiez découvrir des ressources et des fonctionnalités, les bons clics qui vous seront utiles pour l'hybridation de votre formation sur les compétences numériques ou pour amener vos apprenants à s'auto-former s'ils le souhaitent. Et enfin, nous vous présenterons un projet qui s'appelle les bons clics pro, qui vise à hybrider la formation au numérique. L'agenda d'aujourd'hui, ce sera donc dans une première partie de vous proposer un petit quiz sur l'hybridation et l'auto-formation, puis de vous proposer le témoignage d'Elsa Marion de Fit Formation, qui a lancé une démarche d'hybridation de sa formation aux compétences numériques. Et enfin, je vous proposerai une petite démonstration de nos ressources et de nos fonctionnalités dédiées du coup à ce suivi à distance ou à ce lien à distance avec les apprenants, mais aussi du coup à l'animation en présentiel. Et enfin, je vous présenterai le projet Les Bons Clics Pro, ou les évolutions qu'on a menées dans le cadre de ce projet qui sont vraiment dédiées à pouvoir hybrider sa formation ou à proposer l'auto-formation à ses apprenants lorsqu'ils le souhaitent. On conclura avec un temps de questions-réponses qui durera environ 5 minutes. Je vous propose donc de vous rendre sur WooClap pour le premier quiz. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran avec votre smartphone. Sinon, vous pouvez vous rendre sur wooclap.com et taper le code événement LBC HYB. Je vous envoie le lien tout de suite dans le chat pour accéder directement à ce WooClap. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être présentés dans le chat. On voit que vous êtes déjà 20 environ
présents sur le chat et déjà plus de 60 participants. Je vous laisse 2 petites minutes pour vous connecter. Et ensuite, on va pouvoir se lancer. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se connecter, vous pouvez retrouver le lien directement dans le chat si besoin. Je vais lancer la première question. Alors, pendant l'animation d'un atelier ou pendant un accompagnement individuel, avez-vous déjà proposé à vos publics de faire une activité tout seul ou en binôme? Alors, on a 4 répondants pour le oui. Alors, 93% de oui. Merci à tous ceux qui ont répondu. 90%. Alors, pourquoi est-ce que la majorité d'entre vous, enfin même l'écrasante majorité d'entre vous, a déjà proposé des activités à faire en autonomie ou en pair à pair à son public? C'est parce que cela a évidemment des vertus. Parmi celles-là, le fait d'essayer, de chercher une solution et de se tromper est essentiel dans le processus d'apprentissage des apprenants. Et on s'en rend compte avec l'évolution des théories pédagogiques qu'on observe depuis quelques décennies. Donc, on passe d'un modèle qui est transmissif originellement avec une posture assez passive de l'apprenant, avec un formateur qui est détenteur du savoir et qui maîtrise le savoir et doit simplement l'imprimer dans l'apprenant comme on imprimerait un peu un seau dans une cire molle. On passe vraiment à une pédagogie qui met en avant le fait que le formateur soit simplement un guide ou un tuteur dans les stratégies d'apprentissage de l'apprenant et que l'apprenant est maintenant acteur de son apprentissage avec du coup le socioconstructivisme, une dimension sociale qui s'y ajoute, donc le fait que la collaboration ou la confrontation des idées est d'autant plus enrichissante et même essentielle pour l'apprentissage de cet apprenant. Donc le fait en fait de laisser un apprenant effectuer une activité en autonomie va être déterminant dans son apprentissage en lui donnant un droit à l'erreur qu'il n'aurait pas dans une posture plus passive. Alors, on peut passer à la question suivante. Quelles modalités d'apprentissage sont englobées par le terme hybridation selon vous? Je vous laisse répondre à cette dernière. Je vais remettre le lien WooClap pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont peut-être pas accès à ce lien-là. Donc, je vois en e-learning, effectivement, autonomie et accompagnement, tout à fait. Donc, des temps où l'apprenant travaille seul et d'autres où il est vraiment accompagné en présentiel par un formateur. Des temps individuels et des temps collectifs, tout à fait. Je vois du e-learning, des temps synchrones et asynchrones, à distance, tout à fait. Donc effectivement, l'hybridation, ça couvre vraiment une grande diversité de pratiques, notamment de l'animation d'ateliers en synchrone à distance, comme de l'animation d'ateliers en présentiel, mais aussi de l'e-learning, donc de la formation asynchrone à distance, euh, ou bien différentes pratiques sur ce qui existe en présentiel, donc du présentiel enrichi. Ça veut dire qu'on va laisser notamment une certaine part d'autonomie à l'apprenant qui va pouvoir se former sur des activités avec un certain degré d'indépendance et un formateur qui aura plutôt une posture de tuteur, comme il peut y avoir des temps collectifs vraiment d'animation où on va projeter un support, poser des questions, défricher un sujet, une thématique avec ses apprenants. On voit aussi l'entraide, donc effectivement, il peut y avoir du pair à pair parmi ces pratiques-là. Présentiel plus distanciel plus outils numériques en autonomie. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, effectivement, l'hybridation englobe différents scénarios et les bons clics peut répondre à ces différents cas de figure. Donc, que ce soit pour les temps collectifs, dans lesquels vous pouvez, par exemple, sensibiliser vos publics à certains enjeux, donc par exemple sur la sécurité en ligne ou sur l'accès aux droits,
et ça va être un temps privilégié d'échange hein, pour que ces derniers puissent vous poser des questions. Si vous voulez du coup instiller un certain degré d'autonomie, vous pouvez tout simplement leur proposer de faire des activités en autonomie lors de temps d'autonomie supervisée, ou bien leur proposer des ressources via les bons clics pour aller plus loin à la maison. Donc, grâce aux fonctionnalités d'assignation de ressources qu'on a développées dernièrement. Pour tout ce qui est accompagnement individuel, donc quand vous vous accompagnez vraiment en un à un apprenant, vous pouvez tout simplement vous engager dans une posture de faire avec pour lui apprendre une démarche à faire en ligne, par exemple, ou sur l'ordinateur, puis lui proposer de le faire en autonomie dans un second temps. Donc, tout ça, c'est des pratiques qui permettent de favoriser l'autonomie de votre apprenant dans le contexte d'une formation hybride. Et enfin, il y a aussi cette modalité que vous qualifiez de e-learning, donc 100% en autonomie, où l'apprenant peut tout simplement réaliser des activités en autonomie sur les bons clics hors présentiel, donc chez lui par exemple, dans les transports, peu importe le lieu, tant qu'il a de la connexion et un équipement adapté. Pour rappel, du coup, les bons clics sont utilisables hein, sur le téléphone, sur la tablette et sur l'ordinateur. Et tout ça lui permet, en plus de gagner en confiance en lui et d'affirmer ses compétences numériques, de pouvoir aussi prolonger ses apprentissages en autonomie après un cycle de formation. On peut passer à la question suivante. Selon vous, pour qui ou pour quel public l'auto-formation pourrait être un plus? Donc, à quelle situation est-ce que cela vous semble particulièrement adapté? À quel type de public? Un public déjà à l'aise avec le numérique. Effectivement, le niveau de compétence hein, des publics est assez important. On va dire que pour ne pas décourager un apprenant, ne pas le laisser en autonomie sur des ressources qui sont beaucoup trop complexes pour lui ou quand ce dernier a vraiment des barrières en ce qui concerne la prise en main d'un smartphone ou d'un ordinateur, c'est peut-être mieux finalement pour qu'il ait un apprentissage qui soit aussi bienveillant possible. Donc effectivement, le fait d'avoir peut-être des premières bases sur le numérique quand on veut s'auto-former est assez important. Donc par exemple, simplement le fait de savoir prendre en main son ordinateur et de se rendre sur Internet sont peut-être deux compétences qui sont déjà essentielles à ce niveau-là. Alors, je vois beaucoup de réponses sur les jeunes. Effectivement, les jeunes ont tendance à être plus à l'aise sur le smartphone, mais on est assez surpris quand on mène des accompagnements numériques sur les compétences de base qui ne sont pas forcément maîtrisées par ces derniers. Donc, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui n'ont pas d'adresse email, etc. Donc, il faut quand même, je pense, s'assurer en amont que ces compétences sont maîtrisées, même si on a tendance à penser qu'elles le sont forcément parce que ces publics-là sont jeunes. Puis déjà engagé dans un parcours d'apprentissage, tout à fait. Nécessité de faire un auto-positionnement, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, un diagnostic peut être plus que pertinent dans ce genre de cas-là pour vérifier que les personnes ont déjà un certain niveau. Pas pour les débutants purs, tout à fait. Avec, comme vous le soulignez, une volonté d'individualiser les parcours, je l'ai vu passer, qui est effectivement tout à fait pertinente. Alors, ici, je ne vais pas parler de niveau, je vais plutôt parler de contexte. Donc, même si je m'accorde totalement avec vous sur le fait que, effectivement, il faut un certain niveau de compétence pour se former en e-learning à distance. On va dire qu'il y a deux publics pour lesquels l'hybridation est vraiment un plus. Ce seraient les publics qui ont un manque de disponibilité. Donc, par exemple, parce qu'ils sont parents, qu'ils n'ont pas le temps pour se mobiliser sur de la formation complètement en présentiel ou parce qu'ils sont salariés avec des horaires à temps plein. Dans ce genre de cas-là, effectivement, la formation est moins accessible et le fait d'hybrider la formation peut la rendre beaucoup plus accessible et permettre à certaines personnes de monter en compétence quand le contexte initial ne s'y prêtait pas forcément. Un deuxième type de public auquel ça peut bien s'adapter, c'est des personnes qui ont du temps devant elles, justement, donc par exemple des retraités ou des demandeurs d'emploi, et qui souhaitent pratiquer à la maison ou pratiquer dans des tiers-lieux hein, leur apprentissage du numérique pour pouvoir en fait, tout simplement monter en compétence, de même qu'on va monter en compétence sur une langue, donc il faut pratiquer assez régulièrement. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de pouvoir le faire
quand on le veut. Donc, il faut à ce moment-là qu'on ait quelque chose d'assez accessible en termes de formation pour cela. Donc, c'est ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on vous propose avec les bons clics. Du coup, c'est de pouvoir proposer de la formation dans ce cadre. Quels sont les freins à l'auto-formation aux compétences numériques pour vos apprenants? Je vois la peur de mal faire, tout à fait. Donc, la peur de se tromper qui peut être paralysante hein, pour certains publics qui ont des freins psychologiques importants dans ce cadre-là. Ne pas avoir d'objectif précis, ne pas savoir par où commencer. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir une trajectoire de formation est extrêmement importante, hein. Le fait que vous puissiez aider vos apprenants à s'orienter sur les bons clics ou définir avec eux en amont quelles compétences vous pensez qu'ils devraient acquérir semble assez essentiel dans ce cadre-là. Pas assez de pratique, donc peut-être le fait, si je comprends bien, du coup, peut-être le fait de ne pas avoir le niveau, comme on le disait tout à l'heure, enfin, de ne pas avoir un niveau suffisant pour prendre en main ces outils. Être bien équipé, effectivement. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois énormément de réponses pertinentes. Donc, difficulté avec les savoirs de base, crainte face au numérique, l'accès à du matériel adéquat. Alors effectivement, parmi les freins que vous avez cités, j'en retrouve beaucoup qui étaient notés juste ici. Donc qu'il s'agisse d'un manque de temps, même si le but de l'hybridation est effectivement d'y pallier, certains n'arriveront quand même pas malgré tout à dégager ce temps-là pour s'auto-former. Un manque d'intérêt parfois aussi pour la formation, ou un manque de compétences, comme on le soulignait. Donc des personnes qui vont avoir un niveau grand débutant auront beaucoup plus de mal à s'auto-former, voire ce sera presque impossible pour ces dernières. Il faut avant tout avoir peut-être une première montée en compétences en présentiel avec un accompagnant pour ensuite pouvoir y accéder en autonomie quand on a déjà un certain bagage numérique. Pas de matériel. Donc, tout à fait, l'absence de matériel de connexion à la maison est un très gros frein. Et dans ce cadre-là, le fait de se renseigner sur les tiers-lieux à proximité, que ce soit des médiathèques ou autres, est essentiel. Donc, en tant qu'organisme de formation, on peut tout simplement proposer des permanences avec des équipements à disposition, mais on peut aussi proposer aux apprenants de se rendre sur des espaces en libre accès comme des médiathèques que je citais juste avant, ou d'autres types de tiers-lieux, donc des espaces numériques, si besoin. Enfin, avec les bons flics, on essaie en ce moment de s'adapter justement à cette multimodalité, ou en tout cas à ce manque d'équipement. Donc, on essaie de développer des contenus qui vont vraiment être faciles à prendre en main sur smartphone, puisqu'on sait qu'une grande part de la population est quand même équipée d'un smartphone, histoire que les apprenants puissent justement se former dans différents types d'endroits, donc que ce soit dans les transports, sur des trajets routiniers ou chez soi, à la maison, malgré un manque parfois d'équipement, par exemple du type ordinateur. Euh, enfin, un autre frein peut tout simplement venir du besoin de lien humain hein, qui apparaît pour beaucoup de personnes, donc certains vont chercher l'accompagnement numérique et prendre énormément de plaisir à rencontrer d'autres gens dans ce cadre-là. Donc, le fait de se former en autonomie ne va absolument pas leur correspondre ou leur plaire vu leur profil. Enfin, le dernier frein que je soulignerais, c'est la barrière de la langue. Le fait que certaines personnes qui ont un niveau de français, le fait que, excusez-moi, j'ai lu un message dans le chat, du coup, je me suis laissée déconcentrer. Mais oui, le fait que certaines personnes n'aient pas forcément un niveau de français qui leur permet du coup de se former au numérique nécessite à ce moment-là vraiment un accompagnement en présentiel. Si ces freins sont levés en partie ou que vous pouvez apporter une réponse à ces derniers, l'hybridation semble alors être assez adaptée pour des personnes qui ont du coup un manque de temps pour s'investir en présentiel. Mais il y a quelques prérequis, donc un équipement, que ce soit un smartphone ou un ordinateur, un lieu connecté, un minimum de compétences numériques, bien sûr beaucoup de motivation, puisque se former en autonomie, ça en demande, et le fait de trouver un contenu qui correspond à la langue qui est utilisée par cette personne. On va maintenant passer à la partie témoignage. Donc, je vais laisser la parole à Elsa Marion.
qui a contribué à un projet qui s'appelle Les bons clics pro qu'on mène hein, depuis janvier 2024, dans lequel on invite des structures à s'hybrider en leur proposant, ou en tout cas à hybrider leur formation aux compétences numériques, en leur proposant des contenus qui ont un format adapté, donc qui sont plus courts et plus interactifs que ce qu'on propose originellement sur les bons clics, et en leur proposant aussi des fonctionnalités que certains d'entre vous ont déjà pu explorer probablement, qui permettent de suivre à distance son apprenant et de lui recommander des ressources et des parcours. Donc, Elsa, je vais peut-être vous demander avant tout de vous présenter. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour. Elsa. Donc bonjour, merci de me permettre de faire ce témoignage. Donc je travaille dans un organisme de formation qui s'appelle FIT. On est à Clermont-Ferrand. Donc c'est un organisme de formation qui s'adresse à des personnes les plus éloignées en termes d'apprentissage, d'emploi, de formation. Beaucoup ont le frein de la barrière de la langue, pardon. Et puis surtout, on a le champ d'activité autour de la mobilité, c'est-à-dire que les personnes viennent, leur motivation, c'est passer le permis de conduire pour ensuite pouvoir reprendre une activité, aller vers l'emploi. Sachant que ces personnes, pour beaucoup, visent des métiers où on leur demande d'être mobile. Donc, c'est un peu le paradoxe, un public qui a une mobilité restreinte et qui a l'exigence d'être mobile pour travailler. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait à FIT. Et dans ce cadre-là, moi, je suis coordinatrice d'un dispositif d'insertion dont l'objectif est de permettre à des personnes, alors là, pour le coup, très éloignées de l'emploi, de dynamiser leur parcours d'insertion en développant des compétences de mobilité. À ces compétences de mobilité sont associées d'autres compétences comme les savoirs de base, la maîtrise de la lecture, de l'écriture, du calcul, se repérer dans l'espace, etc. Aussi, désormais, le numérique, puisque si je cherche un itinéraire, il faut que je sois capable d'avoir l'application sur mon téléphone, de chercher une information. Et puis surtout, c'est ce qu'on disait l'autre jour, non seulement de chercher, j'en discutais avec une de mes collègues, mais une fois qu'ils ont l'information, extraire la bonne information de ce qu'ils lisent ou de ce qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc le numérique aujourd'hui pour nous, ça devient presque une compétence essentielle pour ces publics, du fait que ils sont grands débutants. Parfois certains n'ont jamais utilisé un ordinateur. Voilà. Donc comment ça nous est venu cette idée? C'est au moment du Covid. On s'est dit, on ne peut pas laisser le public comme ça en rupture dans l'apprentissage. Et on avait l'opportunité que préparant le code de la route, ils avaient accès à une plateforme en ligne. Donc, on a bricolé quelque chose pour maintenir le lien avec eux. Cette expérience, elle a été concluante. Et après, on s'est dit, on va hybrider maintenant notre formation et intégrer cette séance au parcours d'apprentissage des personnes. Voilà. Donc, chaque semaine, les personnes reçoivent un lien et ont une activité à réaliser avec un parcours qui est digitalisé. Donc, ça, c'est plus pour l'aspect code de la route. Et ensuite, on s'est dit, on avait déjà un lien très, très fort avec les bons clics parce qu'on utilise, nous, la plateforme pour permettre aux personnes d'acquérir les premiers acquis du numérique. Donc, c'est vraiment notre entrée pour le numérique auprès du public. Ensuite, on va avec ABC Pix. Et pour ceux qui arrivent vraiment le plus, l'entrée directe, enfin, l'accès à Pix dans le droit commun. Voilà, donc vraiment, l'important, enfin, le travail le plus important avec le public, on le fait avec les bons clics. Et on a rejoint le projet Definom pour pouvoir tester donc les ressources. Et désormais, grâce à cette nouvelle expérience, on a de nouveau intégré une séance à distance
avec ce travail précis sur les compétences numériques. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Peut-être d'où vient cette volonté d'hybrider votre formation au numérique ou quel avantage ça représente pour vous pédagogiquement par rapport à votre public? Oui. Alors, en fait, pour notre public, c'était aussi leur donner la possibilité d'apprendre autrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés aussi beaucoup à l'utilisation du numérique dans les actes de la vie quotidienne, hein, pour s'actualiser sur Pôle emploi, faire une démarche administrative, écrire à son conseiller Pôle emploi, etc. On a un public aussi qui a énormément besoin d'apprendre le français. Aujourd'hui, pareil, beaucoup de ressources sont en ligne avec l'avantage d'être gratuites. Il y a des très bonnes ressources. Donc, on se dit qu'ils vont être amenés, au même titre que les autres, à se former en ligne. Et pour ce public, c'est très valorisant parce que de fait, ils en sont complètement exclus. C'est-à-dire, on propose plutôt à ces personnes, et ce qui paraît logique, du présentiel. Et il y a très, très peu de choses avec des séances à distance. Voilà, donc nous, on a expérimenté avec eux. On s'est aperçu que finalement, malgré les nombreux freins qu'ils rencontrent, c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'il faut absolument sécuriser cette séance à distance. Donc, nous, les personnes viennent avec nous sur une semaine. Ils ont 15 à 21 heures par semaine de présentiel. Et il y a une séance à distance qui représente 3 heures de travail, à peu près. Donc, on a trouvé cet équilibre. Nous, on pense que c'est important aussi qu'il y ait un équilibre entre le présentiel et le à distance pour ces publics qui sont quand même éloignés en termes d'apprentissage. On sait que des rythmes, enfin, de se concentrer longtemps, c'est pas possible. Une charge de travail trop importante, c'est pas possible. Il faut des objectifs très concrets, très précis, qu'on pourra mesurer avec eux, que ça soit tout à fait lisible pour eux. Voilà, donc ça nous paraît essentiel qu'on donne aux participants une vision précise des différentes étapes de travail qu'ils auront à réaliser lors de cette séance à distance. Ensuite, en premier lieu, évidemment, qu'on mette en place un climat de confiance pour sécuriser leur apprentissage. Comme ça a été dit dans le sondage tout à l'heure, hein, on est sur un public qui n'a pas beaucoup de confiance en lui, qui a souvent vécu des échecs dans l'apprentissage, voilà, qui ne sait pas non plus valoriser ses acquis. Donc, c'est indispensable que les formateurs soient présents pour eux si besoin. Donc, on assure une disponibilité. Voilà, dans notre organisation, on a aussi prévu des retours d'expérience, c'est-à-dire quand ils ont fait leur séance à distance, la semaine suivante, hein, on n'attend pas trop longtemps, on les revoit en groupe, donc c'est collectif, et surtout on favorise les échanges entre eux parce que c'est à partir de leur propre expérience qu'ils pourront se confronter à celle des autres. Et puis finalement, s'ils ont été en difficulté, ils n'ont pas été tout seuls en difficulté, les autres aussi. Et parfois, nous, ça nous permet de prendre en compte là où ça ne va pas et puis de réajuster aussi notre séance. Voilà. Super. Donc ça, c'était vraiment pour ce qui nous paraît les prérequis à cette mise en place d'une formation. Alors nous, on dit plutôt une séance à distance. On n'est pas encore sur vraiment une formation complète. Alors on a rencontré des freins, bien entendu. C'est un peu aussi ce qui a été cité dans le sondage. Notre public n'a pas ou peu d'ordinateurs à la maison. Ils ont beaucoup le smartphone, même quasiment tous utilisent leur smartphone. Les problèmes de connexion peuvent arriver aussi, mais surtout, ce qui est ressorti pour eux, c'est qu'ils n'ont pas de lieu adapté chez eux. On a un public très féminin avec des familles monoparentales
des enfants à la maison, des jeunes enfants parfois. Et donc, c'est difficile pour les personnes de trouver un temps long pour pouvoir faire leur séance. Donc, on a mis en place une souplesse pour réaliser leur séance, c'est-à-dire qu'on leur laisse une semaine pour pouvoir le faire. Donc là, les personnes peuvent le faire à leur rythme. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il vaut mieux qu'ils en fassent un petit peu tous les jours plutôt qu'une seule fois où ça va leur demander une organisation parfois très complexe et qui peut générer du stress pour eux. Et donc, du coup, là, ça sera contre-productif. Voilà, on veut absolument éviter que ça soit contre-productif. Lorsqu'une personne ne peut pas du tout faire la séance, pareil, on essaye avec elle de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et puis essayer de réajuster. Donc, quand vraiment une personne n'a pas du tout de lieu adapté, on propose de venir dans nos locaux. Voilà. Ça, c'est... On a même été, mais ça reste très exceptionnel, à prêter du matériel. Voilà, donc ça, c'est vraiment les freins principaux qu'on a rencontrés. Alors, les bénéfices pour nous, ben, c'est déjà de permettre de favoriser l'apprentissage en dehors du dispositif où ils sont inscrits, c'est-à-dire ben, ils sont chez eux, ils sont dans un autre lieu, il n'y a pas de formateur, ils sont obligés euh, de s'auto-former, hein, de gérer leur temps, voilà. Donc, pour nous, c'est en fait l'avantage de cette séance, c'est aussi que ça nous permet d'avoir des indicateurs pour mesurer leur autonomie. C'est-à-dire, ben, est-ce qu'ils ont été capables de gérer le temps? Est-ce qu'ils ont réalisé toutes les activités? Est-ce qu'ils ont ils ont été capables de respecter les délais, etc. Est-ce que s'ils ont eu une difficulté, ils sont après capables de l'exprimer? Voilà. Et surtout de développer des compétences transférables à d'autres situations de la vie quotidienne, voire du travail. Par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ben, s'actualiser sur France Travail. Par exemple, ils ont à s'inscrire sur le site ANTS pour faire la demande de permis de conduire. Voilà, et donc ils sont confrontés de plus en plus à toutes ces démarches. Et puis, bon, pour terminer, c'est très valorisant pour eux. C'est presque un acte militant, c'est-à-dire aussi pouvoir dire, ben oui, ce public, effectivement, il est éloigné de beaucoup de choses, mais finalement, avec un accompagnement, avec des objectifs très précis, très ciblés, ils peuvent aussi y arriver. Et souvent, c'est à partir de leur expérience que nous, on peut réajuster et améliorer ce qu'on leur propose. Voilà, donc ça contribue vraiment à la reconnaissance sociale de ces personnes. Bah, merci beaucoup Elsa pour ce témoignage. Un grand merci. Donc, c'était Elsa de Fit Formation, Elsa Marion, qui du coup a contribué au projet et à qui on allait rendre visite sur place pour pouvoir justement voir comment se passait la prise en main par ces apprenants de nos nouvelles ressources. Donc, encore un grand merci de votre témoignage et de l'accueil reçu. Merci beaucoup, merci aussi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions par rapport à l'intervention d'Elsa à les mettre dans le chat et on pourra y répondre après éventuellement la démonstration que je vais vous faire juste ici. Alors, on va passer du coup à la deuxième partie de ce webinaire qui, qui concerne plutôt une partie du coup de démonstration des fonctionnalités qui sont relatives du coup à cette hybridation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez utiliser sur les conflits qui vous permet tout simplement de mettre en place un accompagnement de vos apprenants à distance, de l'e-learning, en même temps qu'un accompagnement en présentiel. D'abord, un rapide rappel sur ce que vous pouvez trouver sur les bons clics. Donc, vous pouvez trouver une diversité de thématiques pour vous former, pour monter en compétences sur le numérique en tant qu'aidant. Donc, avec des articles, des guides et des parcours sur comment porter un projet d'inclusion numérique, qu'est-ce que la posture d'aidant, comment diagnostiquer, par exemple, un apprenant. Donc, vous avez plusieurs guides à disposition comme ça que vous pouvez trouver dans le centre de ressources. Vous avez aussi, du coup, excusez-moi,
plusieurs éléments qui vous permettent d'accompagner et former les publics en fragilité numérique, donc que ce soit des outils diagnostiques, des kits d'ateliers et de parcours pour animer des sessions en présentiel ou tout simplement pour leur assigner à distance, l'espace apprenant sur lequel l'apprenant peut se former et des fonctionnalités réservées au suivi de la progression de vos apprenants que vous pouvez utiliser depuis votre entrée aidant. Enfin, vous avez plusieurs espaces d'échange dont vous pouvez profiter, donc des classes virtuelles, des webinaires, des foires aux questions et des ressources tierces, donc qui sont des ressources qui sont proposées par des membres de la communauté Les Bons Flics. On va donc passer à la partie de démonstration. Donc, nous voici sur la page aidant, sur une page aidant. Donc, c'est la page d'accueil en fait, de votre compte quand vous vous connectez en tant qu'aidant. Comme je vous le disais, vous pouvez voir les différents contenus du centre de ressources. Ici, vous avez les thématiques que vous pouvez présenter à vos apprenants. Ici, des thématiques pour vous former en tant qu'aidant. Et ici, différents outils de diagnostic, donc des diagnostics à imprimer, des diagnostics de situation, etc., qui correspondront du coup au niveau donné par les bons flics, c'est-à-dire grand débutant, débutant, intermédiaire et avancé. Quels outils vous pouvez utiliser sur les bons clics pour rattacher vos apprenants à votre compte et pour établir un suivi de vos apprenants, même à distance. On a développé une page qui s'appelle Mes apprenants, qui est un peu votre tableau de bord dans lequel vous allez retrouver tous les apprenants que vous avez rattachés à votre compte. Comment ajouter un apprenant à votre compte? Comment le rattacher? Vous pouvez tout simplement cliquer sur Ajouter un compte apprenant et soit vous partagez à cet apprenant un lien d'inscription, en copiant le lien et en lui envoyant par exemple sur WhatsApp ou par email en fonction du niveau numérique. Ou sinon, si vous êtes avec une personne qui est plutôt débutante ou grande débutante, vous pouvez aussi lui créer son compte directement. Donc en rentrant le numéro de téléphone ou l'adresse email de la personne. C'est une des deux données pour créer un compte. Et ensuite, la plateforme vous générera un mot de passe. Si la personne a déjà un compte, en revanche, vous pouvez tout simplement rentrer l'adresse email de cette personne et à la prochaine connexion, on demandera à la personne de valider ce rattachement. Une fois que c'est fait, vous verrez donc cette personne apparaître sur votre liste d'apprenants. Pour accéder au mot de passe, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page profil d'un apprenant et ici, vous pouvez visualiser le mot de passe indéfiniment. Donc, à partir du moment où vous avez créé le compte de la personne, vous avez toujours accès à son mot de passe. Comment on accède à cette page? Vous pouvez juste cliquer sur Consulter sur le profil d'un des apprenants que vous avez créé. Le mot de passe n'est pas disponible par contre pour des comptes déjà existants avant que vous les rattachiez, puisque c'est pour une raison de protection de données, on ne les partage pas à ce moment-là. Une fois que j'ai rattaché un de mes apprenants, comment est-ce que je peux lui assigner des ressources? Comment je peux lui partager des parcours que j'aurais créés ou des ressources individuelles? Pour ça, je peux me rendre dans mes parcours, qui est cet onglet juste ici, et je peux tout simplement créer un parcours. Donc ici, il y a 3 parcours qui sont déjà existants, et ce sont les parcours qu'on a développés dans l'expérimentation dont Elsa Marine parlait, c'est-à-dire les parcours créés dans le cadre de notre projet qui s'appelle les Bons Flics Pro ou les FINUM. Vous avez ici un parcours qui contient différentes thématiques, et ici des sous-parcours en quelque sorte, donc des parcours plus courts qu'on a créés exprès pour cette expérimentation. Donc voilà, un parcours sur la recherche sur Internet et un sur la sécurité en ligne. Si maintenant je veux créer un parcours avec des ressources que j'ai définies, je peux tout simplement cliquer sur Créer un parcours, donner un nom à ce parcours. Donc, par exemple, Apprendre la sécurité en ligne, cliquer sur Enregistrer. Et ensuite, je peux ajouter des ressources. Donc, pour ça, je vais taper des mots-clés, donc, par exemple sécurité, si je veux que ce soit sur la sécurité en ligne, et je peux cliquer sur différentes ressources. Donc ici, c'est une formation qui est plutôt longue, et ici, comme c'est un contenu qu'on a développé dans le cadre de Définium, c'est un contenu qui est plutôt court. Donc imaginons que je veuille prescrire des ressources à mon apprenant pour qu'il les fasse en autonomie, je le ferai plutôt sur des ressources assez courtes, donc par exemple, celle-là sur la découverte de la sécurité en ligne. Je peux aussi visualiser ce contenu avant de le prescrire. Là, on est sur la fin du module, hein, mais on peut regarder à quoi ça ressemble sur le début. Voilà, de cette manière-là, ça me permet d'avoir un ordre d'idée de la structure, par exemple, ou des visuels utilisés. Je peux ensuite cliquer sur Ajouter et répéter l'opération. Si j'ai repéré des exercices en amont qui m'intéressent, je peux tout simplement taper leur nom. Donc, par exemple, ici, Traque l'arnaque, qui est un exercice dans lequel l'apprenant va identifier des messages ou des emails qui peuvent être suspicieux et ensuite
qualifier pourquoi ces derniers sont suspicieux, voilà, je peux aussi l'ajouter dans cette thématique. Une fois que j'ai mon parcours qui est enregistré, je peux tout simplement l'assigner à un apprenant. Donc, je vais choisir, par exemple, l'apprenant 3, qui est bien évidemment un contest, pour l'assigner. Une fois que c'est fait, je peux me rendre sur le compte de l'apprenant. Ou prenons plutôt la perspective de l'apprenant là-dessus. L'apprenant se connecte et il verra apparaître ce parcours que je viens de créer. Ensuite, il lui suffit de cliquer sur Accéder au parcours de formation pour y accéder. Pour vous donner un exemple avec, par exemple, le parcours de formation hybride à la sécurité en ligne, une fois qu'on clique sur Accéder au parcours de formation, on est redirigé vers un chapitrage et ensuite vers les activités. L'apprenant a là-dessus ensuite sa propre progression, ce qui peut être pratique pour éviter de répéter des activités. Et vous, de votre côté, vous avez aussi un suivi de sa progression à distance. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez cliquer sur Consulter. Et ici, vous pouvez voir le taux de complétion, enfin, pardon, pas le taux, mais le statut de complétion des ressources que vous avez prescrit à votre apprenant et les scores qui remontent pour les activités d'évaluation. Donc, par exemple, Track l'Arnaque est un exercice de simulation, donc c'est une activité qui est évaluée. Vous pouvez avoir des scores qui remontent à ce moment-là. Vous pouvez prescrire plusieurs parcours, plusieurs ressources si vous le souhaitez, et vous pouvez aussi accéder à l'historique de consultation de votre apprenant, ce qui peut être intéressant. Par exemple, si vous voyez qu'un apprenant est revenu plus de 15 fois sur une ressource, ça peut être un indicateur qu'il a besoin d'aide éventuellement sur cette ressource-là et qu'il y a eu des blocages. Voilà, l'objectif pour vous, c'est vraiment de vous simplifier le travail d'ingénierie pédagogique et de vous permettre d'initier un mouvement pour faire de la formation à distance comme ça, si vous le souhaitez, avec une partie e-learning pour vos apprenants. Bien évidemment, pouvoir identifier des points de blocage pour les aider à remanier éventuellement la formation en présentiel afin que ce soit plus adapté à leurs besoins en fonction de ce que vous constatez en termes de progression là-dessus. Voilà pour ces différentes fonctionnalités qui sont vraiment dédiées à l'hybridation. Je vais vous présenter rapidement le projet dans le cadre duquel on a développé ces fonctionnalités. Et ensuite, je vous inviterai à poser des questions si jamais vous en avez sur l'hybridation, l'auto-formation ou bien les nouvelles fonctionnalités et ressources qu'on a développées dans le cadre du projet. Donc, pour revenir à ma présentation, excusez-moi. Donc, les bons clics pro, vous définissent, en fait, hein, c'est un projet qui consiste à accélérer la formation aux compétences numériques des actifs. Et du côté des bons clics, du coup, ce qu'on fait dans le sens de ce projet, c'est qu'on développe des ressources pédagogiques qui sont adaptées à de l'auto-formation ou à de la formation en autonomie et des fonctionnalités qui permettent d'hybrider la formation. L'objectif étant notamment de rendre la formation aussi accessible que possible à tous les actifs, malgré les contraintes temporelles qu'ils peuvent rencontrer ou les contraintes de disponibilité, peu importe quel que soit leur niveau. Bien évidemment, comme je vous disais, il y a un public cible hein, dans le cadre de ce projet qui est un public avec des compétences de niveau intermédiaire, c'est-à-dire une maîtrise déjà de la prise en main d'un ordinateur ou d'un smartphone et, une maîtrise de la navigation sur Internet. Quelles ressources et outils est-ce qu'on met à disposition dans le cadre de cette expérimentation? Des parcours adaptés à l'apprentissage en autonomie. Donc, comme vous pouvez le voir, on a développé des thématiques comme le phishing, ou il y en avait d'autres sur les bases du mail, naviguer sur le web et les achats en ligne. Donc, on a développé afin qu'elles soient testées dans une première partie du coup de janvier à juin par des organismes de formation. Là, on arrive au bout de cette expérimentation. Donc, ce parcours, il va être déployé massivement du coup sur les bons clics et on va continuer à produire des ressources qui s'adaptent à ce format-là. Et dès maintenant, elles ont été mises en production il y a un petit peu de temps, vous pouvez trouver du coup des fonctionnalités comme celles que je vous montrais juste avant, donc celles qui sont liées à la création de vos propres parcours, à l'assignation de ressources et parcours à vos apprenants et au suivi de la progression de vos apprenants que vous avez rattaché à votre compte. Pour revenir sur les contenus pédagogiques, ces derniers, du coup, ont un format assez spécifique par rapport au format qu'on utilise traditionnellement sur les bons clics,
puisque nos contenus originellement sont vraiment dédiés à l'animation en présentiel, donc sur des formats qui peuvent durer une heure à parfois des journées entières, donc qui peuvent être planifiées sur des journées de formation de 3 heures, enfin de demi-journée de 3 heures ou 6 heures. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur la pédagogie du micro-learning, donc de proposer des contenus qui vont être très courts, donc qui font maximum 5 à 10 minutes. Donc pour ça, on séquence et on segmente nos ressources actuelles et on les retravaille afin qu'il y ait moins de texte, plus de vidéos, plus d'audio et que la langue soit simplifiée. Donc on essaie de passer tous nos textes sous un mode de français, français langue simplifiée afin que ce soit accessible à tout type de public. On propose du coup un doublage audio qui n'est pas systématique cependant pour le moment, mais qui est quand même très régulier sur la plupart des contenus. Et l'idée, c'est bien sûr que ces contenus soient disponibles sur smartphone pour permettre à n'importe quel apprenant de se former, même s'il y a des défauts d'équipement de son côté. Euh, un autre point, du coup, pédagogiquement, c'est que, on veut que nos ressources soient ludiques. Donc, on les gamifie, on propose des jeux, des mises en situation et des scénarios afin de donner envie aux apprenants de se former en autonomie lorsque c'est recommandé par un formateur, par exemple, ou s'ils veulent prolonger leurs apprentissages suite à un cycle de formation. J'ai fini la présentation de mon côté. Est-ce que vous avez des questions de votre côté, que ce soit par rapport aux fonctionnalités que je viens de présenter ou aux ressources et leur format que je viens de présenter, ou bien des questions générales, par exemple sur le témoignage d'Elsa ou sur l'hybridation et l'auto-formation. N'hésitez pas hein, à lever la main si c'est le cas et à prendre la parole ou bien à écrire votre question dans le chat. Pas de questions, c'était très clair, merci. Merci Juliette. Bonjour. Bonjour Maëlys. Je veux bien juste réagir sur la formation, enfin le webinaire. Merci beaucoup en tout cas pour les différentes présentations. Moi, je me posais des questions. Je suis conseillère numérique en Oui, France Service. Je fais des ateliers régulièrement sur l'apprentissage des bases, par exemple, de l'ordinateur. C'est un exemple. oui, Et très souvent, en fait, donc pour l'instant, je propose pas d'accompagnement en dehors de ces temps présentiels. Mais je me pose souvent la question parce que, par exemple, sur un parcours où j'ai 4 séances de 2 heures avec un groupe, oui. très peu de personnes qui, entre les séances, s'exercent ou refait les mêmes choses qu'on a fait ensemble. C'est très difficile en fait de les mobiliser en dehors des temps en présentiel qui sont vraiment encadrés et sur lesquels ils sont mobilisés là-dessus, quoi. Tout à fait. Euh, Mm, ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez potentiellement essayer d'agir au moment des séances en collectif. Donc, mm, entamer peut-être un dialogue sur leurs freins, justement, au fait de se former en autonomie ou d'aller pratiquer en autonomie. Comme on l'évoquait, hein, il y en a qui peuvent avoir peur tout simplement de faire des erreurs au moment où ils s'entraînent. Des solutions comme les bons clics ou d'autres plateformes d'ailleurs hein, qui offrent des environnements sécurisés pour ça, ça peut mm, être une occasion peut-être de justement leur présenter une solution fiable mm, qui lèvera un peu ces freins psychologiques qu'il peut y avoir sur l'exercice, enfin sur des activités en autonomie sur le numérique. Il y a mm, bien évidemment d'autres choses que vous pouvez mobiliser là-dessus en termes d'éléments de langage. Donc, par exemple, vous pouvez leur donner des activités à faire qui vont aller dans le sens de leur hobby. oui. S'il y en a qui vont être passionnés par la cuisine, leur dire bah, pour la prochaine fois, j'aimerais bien que tu Mm. trouves sur Internet une recette relative à la cuisine ou ce genre de choses-là. Donc faire des petits défis aussi comme ça peut être une idée sur ce genre d'éléments. Mais c'est quelque chose que vous pouvez complètement aborder, je pense, hein, du coup, Ouais, faudrait que au je moment des le... séances en collectif pour ensuite les inviter et les encourager à le faire en autonomie. Mm. Ouais, ouais, c'est à voir. Parce qu'effectivement, par exemple, j'ai une adresse mail qui est dédiée aux ateliers, que je leur explique qu'effectivement c'est fait pour ça, qu'ils peuvent l'utiliser en dehors des ateliers pour s'exercer à envoyer un mail, envoyer une pièce jointe, etc. Et c'est pas toujours, enfin, c'est très rarement utilisé en fait. Je me rends compte. Avec quel type de public est-ce que vous travaillez du coup? Là, sur ces ateliers-là, c'est généralement des personnes âgées, plus de Ok, 60 ans, plutôt senior, effectivement. ou Bah, retraités. souvent, dans le cadre des seniors, du coup, il y a vraiment un gros frein Mm.
sur justement la peur de l'erreur, Bien sûr. etc., Mm. la peur du numérique. Donc, c'est Mais je m'étais effectivement un jamais problème. posé la question, ouais, de faire euh, avec les bons clics, c'est intéressant. Merci Ouais, pour la présentation. avec plaisir. Bah, c'est tout à fait possible. Et ce qui peut aussi peut-être les mener à ne pas oser faire des choses en autonomie, c'est qu'ils ne soient pas forcément guidés du coup sur ces Ouais, choses-là quand ils sont chez eux. Le fait de leur offrir des exercices, c'est typiquement, ça. ça peut les aider, donc des mises en situation, etc. Ça peut les aider à prendre la confiance là-dessus et à se dire, bon, bah, il n'y a pas de danger sur ce que je vais Mm. faire. Je ne vais pas envoyer un email à n'importe qui ou me faire C'est ça. pirater parce que j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc, Mm. Clairement. Merci. je vois du coup des questions. De la part de Florent Dieu et alors c'est une adresse email que je n'arrive pas à lire, mais je vois une fois sur la plateforme, on a accès aux ressources. Donc ces nouveaux formats qu'on développe actuellement, ils ne sont pas disponibles sur la ressource à part pour les personnes qui expérimentent ces ressources avec nous. Si vous êtes intéressé, je vais vous partager tout de suite un lien de formulaire que vous pouvez remplir et suite à cela, je prendrai contact avec vous. Euh, ou vous pouvez aussi m'envoyer un email directement. Je vous partage mon adresse email tout de suite ici, voilà, pour pouvoir accéder à ces ressources. À ce moment-là, je vous partagerai un lien spécifique qui vous permet en fait ensuite de les intégrer, d'intégrer ces parcours dans vos parcours. Mais pour l'instant, malheureusement, voilà, ces ressources qui sont vraiment adaptables, enfin qui sont vraiment bien conçues pour le smartphone, elles sont pas disponibles. On vise un déploiement du coup en juillet. Donc ces parcours seront sûrement rendus disponibles en juillet. Par contre, en ce qui concerne les fonctionnalités, vous avez accès à toutes ces dernières. Alors, Idriss vient de partager du coup une ressource qui s'appelle aussi Tracklarnack. Il faut savoir que ça, c'est la ressource originelle Les Bons Clics qui est dédiée du coup à l'ordinateur. Cette ressource-là, elle n'est pas très adaptée à une utilisation sur smartphone, mais si ça vous intéresse pédagogiquement pour le contenu en soi et que vous utilisez plutôt l'ordinateur, c'est une ressource qui est super. Je vous la recommande vivement. Merci beaucoup Idriss d'ailleurs pour le partage de cette formation. De rien. Excusez-moi, j'avais une petite question. Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites évoluer les contenus? Moi, je me présente, je suis sur le territoire de Sevran, Tremblay-Villepinte, donc je travaille sur un public jeune, 16-25 ans, de type mission locale. Donc je suis plus sur un volet sécurité, recherche emploi, formation et autres. Et est-ce que vous faites évoluer encore à ce jour les outils? Parce que dans ma façon de procéder, j'utilise comme beaucoup de monde les bons clics. Et après, j'y rajoute mes supports. Mais c'est vrai que le problème souvent que je rencontre avec le public, c'est, premièrement, on a évoqué bon, les accès aux ordinateurs. Donc, dans ma pédagogie, j'essaye d'inclure en brainstorming le fait de trouver un intérêt à être sur des ordinateurs, voilà, avoir un compromis, une complémentarité entre téléphone et ordinateur. Donc, ça se fait sous forme d'exercice. Mais il n'y a pas de support, par exemple, lorsqu'on fait une recherche sur le fait de fluidifier sa navigation de manière très simple, par exemple sur le fait de pouvoir optimiser les filtres qui simplifient nos recherches. Est-ce que ce Ouais. sont des choses que vous prévoyez dans le temps Tout à ou pas? fait. En fait, avec les ressources qu'on développe actuellement, il y a notamment des contenus qui sont plus avancés. Donc, en fait, ce que vous évoquez, c'est des ressources qui vont plutôt être destinées à un public avancé, hein. Les filtres Oui, sur les paramétrages en fait, hein, de la navigation Internet, c'est quelque chose qui correspond plutôt à ce type de public. Et c'est quelque chose qu'on est en train de produire actuellement. Donc, typiquement, sur le parcours, sur la navigation en ligne qu'on développe dans le cadre de l'expérimentation. On a justement cette thématique sur les paramètres avancés de la navigation Internet. Donc, et, des ressources qui sont à venir et on va faire ça pour une multiplicité de thématiques. Donc, effectivement, les contenus, les bons clics vont être enrichis prochainement, d'accord. sachant que du coup, c'est des contenus qui seront mis à disposition de tous et ils seront adaptables, enfin, ils sont responsives, donc ils sont bien designés pour l'ordinateur et pour le smartphone. Donc, dans les deux cas, vous pourrez l'utiliser. D'accord. Et est-ce que vous alimentez aussi ces contenus de la part de ressources extérieures? Un petit exemple, si je souhaite vous faire parvenir un élément que vous jugez pertinent ou pas, est-ce que ce sont des choses que vous pouvez aussi prévoir sur le long terme? Je dis ça parce que à force de tester, bah, il y a des choses qui accrochent assez bien. Et, Ouais. euh, et notamment, voilà, pour banaliser.
Je dis à des gens d'utiliser l'envoi de mails différé pour s'en servir en tant que relance dans la recherche d'emploi et ça marche pas mal. Le principe a l'air, qu'on le dit comme ça a l'air compliqué, mais c'est super simple à faire et du coup, j'ai pas mal de retours de la part du public par rapport à ce genre d'astuces. Eh bien, si jamais vous avez des suggestions de contenu, enfin, n'hésitez vraiment pas à nous les partager. On a une adresse email qui s'appelle contact@lesbonclics.fr. Je peux vous la partager ici. D'accord. Et on est très preneur, hein, on en reçoit régulièrement, hein, du coup, des suggestions de contenu à produire ou des retours sur la plateforme, sur les fonctionnalités qui pourraient être intéressantes, etc. Si c'était bien votre question, du coup, Oui, si vous c'est ça, c'est faire, ça. super. À ce moment-là, Merci. vous pouvez tout à fait faire ça. Et nous, c'est des choses qu'on prend en compte sur le long terme. Bien sûr, on a aussi hein, du coup des calendriers de production pédagogique actuels. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera Oui, tout de suite. immédiatement, mais c'est un besoin, enfin, c'est un besoin qui nous intéresse particulièrement. Donc, n'hésitez pas. D'accord, merci. Je vous remets du coup hein, le lien du Typeform, donc du formulaire que je vous partage si jamais vous souhaitez euh, tester les ressources hein, et les fonctionnalités et nous faire des retours ou tout simplement avoir accès du coup à ces contenus qui sont vraiment adaptés au smartphone. Merci Delphine. Merci beaucoup Corinne. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, hein, du coup je reste ici jusqu'à midi. Merci Nathalie, merci Claire. Merci Thierry. Merci à tous. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions par rapport à ce webinaire aussi, à m'en faire part ou des sujets que vous auriez aimé voir évoqués. Vous pouvez me contacter par email ou contacter les bons clics pour le partager aux adresses email que je vous ai partagées. Merci beaucoup Christelle. Merci Marie-France. Et merci à tous. Merci. Bon appétit à vous aussi. Avant de fermer ce webinaire, je souhaitais encore remercier Elsa Marion hein, et Renaud, du coup, qui ont contribué à l'expérimentation et qui m'ont témoigné aujourd'hui. Enfin, Renaud, non, mais je sais qu'il était présent aujourd'hui. Donc, encore un grand merci, Elsa, pour votre témoignage. On est vraiment ravis d'avoir des liens comme ça avec des organismes de formation et des utilisateurs qui nous permettent de développer la plateforme et de répondre au mieux à vos besoins en fonction de ce qu'on observe. Merci à tous. Passez une très bonne journée. En l'absence de questions, je vais mettre fin au webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Encore merci. Et vous recevrez bien évidemment le replay de cette présentation du coup par email. Si jamais vous souhaitez la partager à des collègues ou à des personnes du réseau de l'inclusion numérique, n'hésitez pas. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir.